Dans son célèbre roman 1984, paru en 1949, George Orwell décryptait le fonctionnement des totalitarismes de son époque. Dans le viseur, essentiellement l'Allemagne nazie, fraîchement vaincue, le stalinisme en URSS, et le franquisme que l'auteur avait vu de près lors de la guerre d'Espagne, où il s'était rendu lui-même vers 1936 pour écrire des articles et accessoirement combattre les fascistes armes à la main. Plutôt badass le gars. Parmi les idées essentielles de son bouquin, en plus de la surveillance étatique du célèbre Big Brother is watching you, se trouve l'idée de remodeler le langage pour détricoter le réel et faire adhérer la population à une vision nouvelle et fausse du monde. Le but ultime n'est pas de soumettre physiquement la population, mais de la convaincre de bonne foi, et c'est important, de n'importe quelle vérité, aussi absurde que 2 et 2 font 5, dès lors qu'elle émane du régime. Langsoc, comme tout régime totalitaire, s'attaque au réel pour asseoir son pouvoir, d'où la novlangue et les aphorismes qui lui servent de slogan, comme par exemple « La guerre, c'est la paix », la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Aujourd'hui, le même principe est à l'œuvre dans le discours managérial contemporain. C'est ce qu'analysait l'essayiste et romancière Sandra Lucbert dans son « Personne ne sort les fusils » au moment du procès France Télécom de 2019, cherchant à saisir comment ce langage-là pouvait pousser des salariés au suicide. En tournant toujours tout au positif, les discours corporate et politiques créent une novlangue lénifiante destinée à mater la possibilité même de la contestation. L'employé devient un collaborateur, le plan de licenciement, un plan de sauvegarde de l'emploi, et ainsi de suite. Sur un mode plus explicitement politique, Donald Trump lui-même restera probablement dans l'histoire, bon ça c'est sûr, notamment pour avoir créé le concept de vérité alternative. Une idée paradoxale qui permet de n'avoir jamais tort, même en alignant comme des perles les mensonges, les inventions et les stupidités en tout genre. What they have done to our country by allowing these millions and millions of people to come into our country, in Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. Pour Trump, comme ceux qui s'en inspirent, l'important n'est plus le réel partagé sur lequel bâtir un projet politique, mais de servir des émotions flatteuses à un public spécifique et ciblé pour créer de l'adhésion. On se fout que ce soit vrai, tant que ça plaît. You are fake news. La manipulation de la vérité est une constante de tous les pouvoirs à toutes les époques. En France, les gouvernements Macron successifs n'ont d'ailleurs pas été avares en inventions, contre-vérités et mensonges en tout genre pour garder la main sur la situation du pays sans tenir compte ni des études sérieuses, ni du travail journalistique, par exemple. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Pour la science-fiction et la fantasy, où d'innombrables œuvres sont basées sur l'idée de mondes entiers fondés sur le mensonge, l'idée de manipuler la vérité pour orienter l'opinion n'est pas nouvelle. Aujourd'hui, dans Planète B, on parle donc de manipulation de la vérité en politique et de comment y faire face. Le problème de la vérité, c'est qu'elle est insaisissable. Si le réel signifie quelque chose, nous n'avons accès qu'à des interprétations de celui-ci à travers nos perceptions et notre capacité de compréhension. Et c'est d'autant plus vrai dans un contexte aussi complexe que le monde actuel. En maths, la complexité désigne les systèmes tellement multifactoriels que personne ne peut prédire avec certitude ce que le changement d'un seul paramètre aura comme conséquence. Pour le journaliste Rémi Sussand, dans un article pour Mutation Magazine, la meilleure définition de la complexité, la plus simple, c'est peut-être de dire que le tout diffère de la somme des parties. Lorsque plusieurs éléments d'un système s'associent, des phénomènes imprévus se produisent. On parle alors d'émergence. Le battement d'aile d'un papillon, toi-même tu sais. Unpredictability. Huh? There. Look at this. See? I'm right again. Nobody could have predicted that Dr. Grant would suddenly jump out of a moving vehicle. Alan? There's another example. L'économie, par exemple, est un exemple parfait de ce genre de système complexe. Un petit changement dans les règles du jeu peut provoquer des chaînes de conséquences plus ou moins souhaitables et prévues, que les experts de différentes chapelles s'échinent à essayer de prédire avec plus ou moins de succès. Selon les valeurs des uns et des autres, leur vision du monde et les critères qu'ils prendront en compte, ils préconiseront des choses différentes. Prenant acte de la complexification du monde, de nombreux auteurs et autrices de SF se sont amusés à écrire des mondes où le réel se dissout dans la sursollicitation et les points de vue subjectifs.
Au milieu de ce foutoir, personne ne semble vraiment être aux commandes, ni ne comprendre la même chose de ce qui se passe. C'est par exemple le cas dans le roman très connu Neuromancien de William Gibson, paru en 1984 et récemment retraduit par Laurent Kessy dans une belle édition au Diable Vauvert. Chez Gibson, l'univers donne une impression d'opacité, d'inaccessibilité, bref, de complexité. Les noms propres, noms de marque, mots en argot états-unien, japonais ou en jargon high-tech sont balancés sans contexte, comme s'ils étaient évidents. C'est Yannick Rumpala qui le note dans son essai Cyberpunk's Not Dead. On est jeté dans le bain de référence d'un monde compliqué, embrouillé, qui va à 100 à l'heure, comme une expérience démente de darwinisme social, conçue par un chercheur qui s'ennuierait, le pouce appuyé sur le bouton d'avance rapide, pour reprendre les termes de William Gibson lui-même. Charge à nous de raccrocher les wagons, si on peut. Et d'ailleurs, les personnages même du roman ne semblent pas en comprendre beaucoup plus. Rumpala, toujours, dit que, à l'exemple du casque virtuel monté dans Neuromancien, les personnages ne sont pas sûrs de comprendre ce à quoi ils participent, que ce soit leur mission ou le monde qui les entoure. L'individu n'est plus un sujet qui agit parce qu'il a une compréhension de ce qui fait son monde. Au mieux, il essaie de s'adapter, au jour le jour, le plus souvent. D'ailleurs, le sentiment de se faire balader dans un monde largement incompréhensible trouve une illustration dans quantité de jeux de rôle d'inspiration plus ou moins cyberpunk. Dans le célèbre Shadowrun, les missions menées par les protagonistes se soldent presque toujours par la découverte que la réalité est plus complexe que d'apparence. La trahison du groupe de joueurs et joueuses par son propre commanditaire, ou le fait de comprendre le rôle que l'on a réellement joué dans une intrigue plus globale, sont même devenus des clichés attendus dans le genre. On peut citer également Cyborg, jeu de rôle des Suédois Christian Salen et Johan Nord, qui s'amusent à entasser les tables aléatoires d'événements, lieux, personnages, générateurs de missions, de commanditaires, etc., dans une mise en page surchargée, hyper détaillée, punk et il faut dire magnifique, sans jamais rien expliquer, ni, miracle, perdre en lisibilité. Enfin, Transmétropolitain, bande dessinée américaine écrite par Warren Ellis, partage cette impression de chaos généralisé. Le monde y est dessiné par Darick Robertson comme un bordel urbain innommable, saturé de pubs, de sollicitations en tout genre, de citoyens aux looks improbables, de technologies invasives, de mutations inconnues, de maladies glauques et dégoûtantes, de sexualisation à outrance et de marchandisation généralisée de tout et n'importe quoi. Sentiment renforcé par une intrigue frénétique qui suit le rythme du journaliste punk Spider Jérusalem et de ses dites sordides assistantes, sautant du coq à l'âne à chaque épisode. La publication initiale, mensuelle, du comics y est sans doute pour quelque chose, et tient en haleine le lecteur entre surprise et divertissement à chaque page. Bon courage pour cartographier un tel univers. Gardez-le en tête, parce qu'on en reparle en fin d'épisode. Ces œuvres, et on pourrait en citer d'autres, donnent donc moins à comprendre la complexité du monde qu'à la faire ressentir, en faisant cohabiter toutes les couches de la société en même temps, tous les enjeux, tous les personnages, leur quotidien foutraque, leurs intérêts individuels et les inextricables situations dans lesquelles ils se fourrent, on comprend confusément que le rapport au réel y est fragmenté et embrouillé. Personne n'a accès à la vision d'ensemble, parfois même pas les auteurs, tout n'est qu'agrégat de bribes de chaos fragmentaires dont la réalité elle-même est sujette à caution. Bref, un terrain de jeu parfait pour les maîtres S-manipulation. What we need right now is a clear message to the people of this country. I want this country to realize that we stand on the edge of oblivion. I want every man, woman and child to understand how close we are to chaos. I want everyone to remember why they need us. Dans son livre Propaganda, le communicant Edward Bernays développait l'idée que dans les sociétés complexes et démocratiques, la propagande doit jouer un rôle central pour organiser le chaos de la société. Il s'agit de fabriquer le consentement de la population à sa propre domination, en uniformisant les pensées et les modes de vie. Everyone's doing their part. Are you? The war effort needs your effort. At work, at home, in your community. Une population a priori libre de ses pensées et mouvements, mais pas tant que ça. Bernays, on l'aura compris, est un joyeux drille qui assume son projet de légitimation de la domination des masses incultes et irrationnelles par une élite éclairée. Son bouquin est considéré comme fondateur de la pub moderne et des relations publiques, ce qui est pareil avec moins de femmes nues et plus de cravates. I bought the fresh stick, just as you told me. It did make me feel cool and sweet, just as you said. I did everything you said, but my boss still hasn't asked me to lunch.
Unlike some deodorants, Fresh doesn't guarantee you'll get ahead in business. All Fresh does is keep you fresh. C'est un bon moment peut-être pour évoquer l'un des plus grands auteurs de la science-fiction contemporaine, américain du Bronx, vivant à Paris depuis plus de 30 ans désormais. Norman Spinrad, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit. Nous avons déjà évoqué son monstrueusement prémonitoire Bleu comme une orange de 1999 dans notre épisode de l'an dernier consacré au réchauffement climatique. Norman Spinrad est depuis l'origine un formidable observateur critique lorsqu'il s'agit de passer les dérives politiques de son pays au crible de son futur imaginé. Son premier roman en 1968 en offre un témoignage éclatant. Jack Baron et l'éternité, le titre original, Buck Jack Baron, est beaucoup plus direct et contribua largement aux accusations de pornographie lancées à son égard à l'époque par les médias conservateurs et bien pensants. Buck Jack Baron s'y met en scène le racisme systémique, les fantasmes d'immortalité et la domination de l'argent, se concentre avant tout sur le devenir du journalisme, le fameux quatrième pouvoir, et sur sa possibilité ou non de résistance à la domination. Jack Baron y incarne un hôte de talk-show extrêmement connu, adulé et haï du public, capable, dit-on, de défaire les puissants et de réparer les injustices. Mais derrière le décor, la réalité est un peu plus complexe. Saura-t-il en réalité surmonter son propre asservissement lorsqu'il s'agit d'affronter un ultramilliardaire mégalomane, bien décidé à utiliser tout son argent et toute son influence pour assouvir ses envies et ses avidités personnelles, aussi farfelues et délétères soient-elles. Si cela vous rappelle quelque chose, ce n'est sans doute pas par hasard. Cette question de la liberté ou de la suggestion des médias est sans doute encore plus critique en 2024 qu'en 1968. Et même si, rappelons-le, il n'y a pas de mission prédictive dans la science-fiction, mais bien une nécessité de spéculer sur le présent pour le rendre plus intelligible et actionnable, Norman Spinrad nous impressionnera toujours tout au long de sa carrière littéraire, qu'il envisage le racornissement fascisant des États-Unis dans son Printemps russe en 1991, le djihadisme inextinguible dans son Oussama de 2010, l'asservissement numérique et les bugs du virtuel dans son Temps du rêve de 2012, ou déjà l'emprise des propagandes et contre-propagandes sur le divertissement et le spectacle dans son Rock Machine de 1987. Esthète baroque et ultra-politique, punk d'avant le cyberpunk, observateur lucide et imaginatif, Norman Spinrad mérite encore et toujours toute votre attention. What's wrong? All the sex and violence on the screen has gone too far for me. Influencer les foules, tirer les ficelles de l'opinion publique, on peut le faire autrement qu'en tenant le crachoir face caméra. C'est tout le propos de Not for Broadcast, petit bijou développé par le studio de jeux vidéo britannique Not Games et sorti en 2020. Ici, il y a bien des présentateurs vedettes et des journalistes stars, mais c'est vous, bien au chaud dans votre régie, qui êtes garant de ce qui est montré aux spectateurs. Catapulté réalisateur d'une émission d'actualité pour une chaîne de télévision nationale, vous avez la lourde charge de maintenir un niveau d'audience élevé. You're terrified you're going to lose your audience and you do anything to get them back. You're one pitch meeting away from doing the news in 3D. Face à vous, une console de montage avec 4 caméras, un bouton de censure et des publicités. Votre mission, dynamiser l'émission en alternant les angles, censurer les propos inappropriés ou encore sélectionner les pubs à diffuser. Mais attention aux aléas du direct, show must go on. Terrain de jeu idéal pour nous dérouler une version dystopique des années 80, on débute notre carrière d'apprenti réel alors qu'un parti politique d'extrême gauche vient de remporter les élections. Leur première mesure, confisquer tous leurs biens aux plus riches et leurs passeports, histoire de les empêcher de fuir le pays. Pas mal, non? Mais au fil des émissions, les invités défilent sur le plateau et on découvre des réformes radicales mises en place par un régime de plus en plus autoritaire. Alors, qu'est-ce que vous allez privilégier? Les spots de propagande du gouvernement ou les appels à la résistance d'un groupuscule de rebelles? Envoyer des huées envers la première ministre ou une pluie d'applaudissements? Et ce spot de pub pour un jouet potentiellement dangereux, on le passe à l'antenne ou pas? Tout comme Papers, Please, du brillant Lucas Pop, le gameplay vous bombarde d'informations et de choix qui semblent parfois anodins. Mais vous allez vite vous en rendre compte, chaque décision a des conséquences. Des conséquences sur votre vie personnelle, tout d'abord. Il faut bien subvenir aux besoins de votre famille, ne pas froisser votre patron. Des conséquences sur le reste de l'équipe et sur le contenu même des reportages d'une édition à l'autre. Mais surtout, des conséquences sur l'opinion publique vis-à-vis des célébrités et du pouvoir en place. Your borders are now our borders. I don't know if you can hear me. I don't know if you are receiving this, but if you are, then you have to know. You have to know what's being done
what's being done right now. Avec 14 fins différentes, vous aurez tout le loisir d'apprécier à quel point la propagande se joue, non seulement à travers ce qu'on dit, mais aussi dans ce qu'on choisit de mettre en avant ou de passer sous silence. Quoi faire de vous un parfait influenceur de l'ombre. This is the greatest game in the world. This is the greatest game in the world. Les manœuvres manipulatoires médiatico-politicardes ne sont pas invisibles aux yeux des citoyennes et des citoyens. Avec le temps, on s'habitue et la défiance s'installe. Dans l'épisode 3 de la saison 2 de Black Mirror, une série qui entretient un rapport assez élastique avec la notion de réel et de manipulation, comme j'en parlais dans un épisode précédent de Planète B. Dans cet épisode, donc, on suit un personnage fictif nommé Waldo, mascotte d'une émission de télé britannique qui devient célèbre en haranguant et prenant à partie violemment les candidats à des élections locales qui passent sur son plateau. Waldo est un ours bleu, bourrin et vulgaire, qui s'attaque avec un discours rentre-dedans à la langue de bois des politiciens installés. En disant tout haut ce que tout le monde pense tout bas, il passe pour anti-système, comme la voix d'un peuple enfin représenté. Il se rend éminemment sympathique et gagne très fort, très vite, en popularité. Il devient un phénomène médiatique et finit par se présenter lui-même aux élections pour défier l'ordre établi. De quoi séduire la population, mais aussi les consultants en marketing. L'un d'eux dans la série dira, avec un message positif et ciblé qu'on pourra bien sûr vous fournir, vous pourrez dynamiser les délaissés sans effrayer le centre. Et grâce à votre nouvelle plateforme, vous disposerez d'un produit politique divertissant capable de séduire le peuple. Et ça pourrait marcher partout dans le monde. Jamie, l'interprète de l'ours bleu, demande alors « Like Pringles ?» Absolutely. La fureur du peuple, poussée à bout par le cynisme des classes dirigeantes, est un produit bankable, universel, facilement exportable, comme les Pringles, donc. La démission de Jamie n'y changera rien. La marionnette gagne en autonomie, en épaisseur. Le marionnettiste, lui, est sacrifiable. Finalement, Waldo demeure et continue de réduire le débat public à des échanges d'insultes, de dévaster l'échange argumenté entre projets, déjà pas bien terribles, et d'appauvrir toujours plus le niveau général. Qu'importe si ces attaques sont justifiées, en partie ou totalement. Les ravages qu'il produit n'exploitent que les émotions négatives des électeurs et électrices, incarnant un message hargneux et nihiliste qui ne propose rien. Waldo est fondamentalement fascisant. À la fin du récit, Jamie, qui incarnait l'anglais moyen poussé à bout par les manquements des politiciens, comprend qu'il a, sans le vouloir, contribué à détruire la démocratie elle-même. Too bad, too late. D'ailleurs, Waldo est-il aussi anti-système qu'il le fait croire? Ou n'est-il littéralement qu'une marionnette de plus? Comme d'autres dans le monde réel, Waldo est un pantin de télévision. Sa présence à l'antenne ne doit rien au hasard et n'a pas grand-chose de la manifestation spontanée d'une colère populaire. Il se contente de l'instrumentaliser. Toute ressemblance avec des événements ou situations réelles ne saurait, bien sûr, être que purement fortuite. Et là, dites bonjour aux théories du complot. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé. Jean-Marie. Ouais, sur le bûcher. Il y a tellement à dire sur le complotisme en science-fiction que cela méritera des épisodes futurs en entier. Have you ever wondered who really runs the world? Everything you know is a lie. En gros, on peut définir les théories du complot comme le rejet des versions officielles et communément admises d'événements historiques ou actuels, et comme la tentative de démontrer que ces événements sont en fait le fruit de la machination préméditée et dissimulée d'un groupe caché. Bonum commune communitatis. Bonum commune communitatis. Bonum commune communitatis. Nothing will stand in our way. Oh, I beg to differ, Mr. Weaver. Well, well, well. How can this be for the greater good? Shut it! Très disparates, ces théories retiennent souvent des explications monocausales à la marche du monde, en cherchant des indices d'une conspiration de grande ampleur. Elles sont une manière de créer du sens face à la complexité du monde, justement. D'ailleurs, rappelons au passage que le complotisme est une réalité qui prend toujours racine aux origines antisémites de l'extrême droite, comme le rappelle justement l'historienne spécialisée Marie Pelletier. Et le complot est réel, presque toujours. En tout cas dans la fiction. Il est rarissime qu'on mentionne une manipulation massive visant à masquer la vérité pour maintenir la population sous contrôle, sans que cela s'avère vrai dans la suite de l'histoire. Au point que la figure des J-Men en costard, pour Government Men, les hommes du gouvernement, est devenue un cliché du genre.
De Men in Black à Matrix, les Smiths, nom commun des Monsieur Tout-le-Monde anglo-saxons, sont partout qui œuvrent à la domination mondiale. Au point que la seule présence d'un homme à la mallette ou J-Man dans la série de jeux vidéo Half-Life, et sans qu'aucune explication ne soit jamais donnée sur sa présence ni sur sa nature, déclenche l'imagination des joueurs et joueuses et nimble l'histoire d'une aura de mystère. Succès garanti pour un moindre effort de scénariste qui tient du coup de génie. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Wake up and smell the ashes. Il faut dire que le recours à la théorie du complot est un super outil pour les scénaristes, qui donne presque clé en main un ensemble d'outils narratifs. L'existence d'un monde caché dans le monde perceptible, une mécanique narrative basée sur la découverte progressive de la réalité, des twists scénaristiques en veux-tu, en voilà, et surtout des méchants charismatiques à dégommer avec plaisir. Les mécaniques du complotisme sont même tellement ludiques que certains spécialistes disent que les courants du genre importent, cette fois dans la vraie vie, des logiques de game design. La recherche d'indices dans le bruit du monde, des médias et d'Internet, la récompense psychologique quand on découvre quelque chose qui semblait caché, la sensation de supériorité face à la foule des moutons et autres PNJ, l'esprit communautaire d'appartenance entre éveillés supposés, etc. Un peu comme dans un puzzle game, avec le monde entier pour terrain de jeu. La mouvance QAnon aux États-Unis a par exemple pu être décrite comme une forme d'alternate reality game, en l'occurrence, le plus grand jamais réalisé. Pour le journaliste William Enduro, dans un podcast du Monde, on peut même parler de complotisme dont vous êtes le héros, avec des conséquences désastreuses. Nous avions évoqué l'an dernier les Wooming lorsqu'il s'agissait de montrer comment la littérature populaire, dite souvent avec un certain mépris vu d'en haut de divertissement, pouvait, à rebours des blockbusters du spectaculaire marchand, développer des imaginaires incisifs, à la fois épiques et on ne peut plus politiques. Depuis ses débuts, ce collectif d'auteurs italiens, ce que leur nom n'indique pas immédiatement, il est vrai, basé à Bologne, joue finement avec les mécaniques du complotisme. Dans leur préhistoire, sous le nom partagé dans le monde entier de Luther Blissett, ils créèrent un bon paquet d'énormes canulars médiatiques, sophistiqués, pour montrer, de l'art contemporain jusqu'à d'imaginaires sectes heavy metal, adeptes de sacrifices humains, à quel point bon nombre de médias réputés sérieux et démocratiques étaient en réalité prêts à gober n'importe quoi, pourvu que cela aille dans le sens de leurs préjugés conscients et inconscients. Sous ce même nom précurseur, leur premier roman, Q, L'œil de Carafa en français, en 1999, nous ramenait à l'époque de la naissance du protestantisme, mettant en scène de véritables activistes, à une époque naturellement où ce concept n'existait pas en tant que tel, poursuivis par des agents occultes et redoutables de la papauté. Une fois devenus les Wooming, ils ont détourné tout au long de leur carrière les motifs de la conspiration et du complot, jusqu'au plus réjouissant et improbable, mais toujours signifiant. Par exemple, l'introduction de la télévision couleur en Italie dans leur roman 54 en 2002, non traduit en français. Les motivations réelles des marchands américains créant les États-Unis contre le colonisateur anglais dans leur roman Manituana en 2007. Ou encore les ressorts inattendus de l'effondrement des idéaux communistes sous Staline dans leur roman Prolet Culte en 2018. Leur roman le plus décisif dans cette direction est sans doute OVNI 78, en 2022, qui joue très sérieusement avec la recrudescence totalement hors norme de l'observation de phénomènes OVNI en Italie en 1978, au moment de la crise terminale de la démocratie marquée par l'assassinat d'Aldo Moro, où il suggère avec éclat que les véritables complots, et là il faudrait sans doute un autre mot, ne sont évidemment pas toujours ceux que l'on croit. C'est l'ensemble de cette mécanique que l'un des membres du collectif, Roberto Bui, dit Wooming 1, décortique dans son Q comme complot, avec des Q en 2022, impressionnante analyse des racismes, des complotismes contemporains, à partir de dizaines d'exemples principalement américains et italiens, culminante avec l'émergence de QAnon et les années Trump, dont on reparlera certainement prochainement dans Planète B. Le sous-titre de l'ouvrage pourrait bien servir de résumé de ce qui est à l'œuvre ici. Comment les complots défendent le système. C'est ici sans doute qu'il devient important de mentionner le travail de Claire North, jeune autrice britannique un peu prodige, que nous avions déjà évoqué dans Planète B à propos des politiques de surveillance. Sa trilogie de la Maison des Jeux, en 2015, met en scène une hypothétique société occulte de joueuses et de joueurs qui, au fil des siècles, infiltrent tous les lieux de pouvoir et de richesse. Le complot absolu, en quelque sorte. 3 petits volumes magnifiquement écrits, le premier proposant des intrigues dignes des meilleures parties d'échecs à Venise à la Renaissance, le deuxième orchestrant une monstrueuse chasse à l'homme, à tiroirs et à rebondissements dans la Thaïlande de 1938, le troisième offrant
Une lutte globale, tout à fait contemporaine, mobilisant toutes les ressources de la surveillance électronique mondialisée, des sociétés militaires privées ou de la corruption politique à très grande échelle, dans une sorte d'ultime affrontement pour le contrôle de cette maison des jeux, siège du complot des complots. Petite saga magnifique, cruelle et hilarante, que Claire North elle-même, au fil de différentes interviews, commentait en indiquant en substance qu'il n'est nul besoin de mobiliser d'improbables ou délirants souterrains pédosatanistes pour constater au quotidien ou presque les alignements d'intérêts du capitalisme tardif, les corruptions, allégeances, collusions et autres échanges de bons procédés qui forment le ciment des alliances objectives des puissants, tout à la fois rivaux et complices selon les circonstances. On ne saurait mieux dire, nous semble-t-il. Dans The Department of Truth, comics fabuleux écrit par James Tynion IV, dessiné notamment par Martin Simmons et traduit par Maxime Ledin en français, les agences gouvernementales américaines cherchent à juguler les croyances de la population. Car ce qui est cru devient ce qui est vrai, littéralement. Un peu comme dans le roman American Gods de Neil Gaiman, où les nouvelles divinités humaines s'incarnent sur Terre au fil des croyances propres à chaque époque. Dans Department of Truth, lorsqu'une mère éplorée par la mort de son fils dans une énième tuerie de masse se convainc que son rejeton est en vie, elle risque de diffuser la fausse nouvelle et de faire prendre pour vrai la théorie d'un réseau pédophile qui enlèverait les enfants. Ce faisant, elle recréerait une possibilité de retrouver son fils vivant, puisqu'il n'aurait été qu'enlevé et non tué. Problème, le réseau pédophile existerait alors lui aussi, occasionnant plus de victimes qu'un simple, entre guillemets, school shooting de plus. La BD, parmi les plus marquantes de ces dernières années dans le genre, pose ces questions. Qu'est-ce que le réel ? Comment le fabrique-t-on ? Comment y adhère-t-on ? Et qui est légitime à le créer ? Apparemment, pas la pauvre mère dévastée, en tout cas, qui fait les frais d'une intervention du département et dont le fils restera mort pour le bien de tous. The greater good. Shut it! Voilà le sordide métier des protagonistes. Agir en secret pour protéger la population de ses propres croyances et garder le réel sous contrôle. En tout cas, c'est ce dont ils essaient de se convaincre eux-mêmes. Jusqu'à remarquer qu'une agence de Men in Black dans leur genre, agissant en secret pour manipuler les informations qui les arrangent et créer du réel qui justifiera leur propre existence, ressemble à s'y méprendre à une nouvelle conspiration manipulatoire. Le département, après tout, a besoin de justifier son existence. Chaque chose s'efforce de persévérer dans son être, pour citer Spinoza. Tout s'emboîte, et les garants du réel ne sont qu'un complot de plus. La vérité, si tant est qu'elle signifie quelque chose, demeure encore et toujours insaisissable. Plus que jamais, le réel est une construction consensuelle. Dans Lady of the Maze, Kurt Schroeder pousse à l'extrême cette idée de réalité à géométrie variable. Il y dépeint une société futuriste où la technologie permet aux gens de vivre dans des manifolds, sorte de bulle de filtre totale. Selon le militant d'Internet Eli Pariser, les algorithmes dopés avec nos données et les choix que nous faisons en ligne façonnent et personnalisent sans qu'on s'en rende compte les informations auxquelles nous avons accès sur le web. Résultat, si les algos considèrent qu'une info n'est pas pertinente pour nous, elle ne nous sera simplement pas présentée. De cette personnalisation à outrance découle un isolement intellectuel et culturel. Les manifolds de Lady of the Maze sont l'aboutissement ultime de ces bulles de filtre. Grâce à des implants et de la réalité virtuelle, ce n'est plus seulement les flux d'informations qui sont personnalisés, mais carrément tous les aspects de la réalité perçue. Une technologie qui permet à des communautés entières de vivre dans des réalités distinctes, correspondant à leurs propres valeurs, croyances et préférences. Concrètement, ça donne quoi ? Vous pouvez être physiquement juste à côté de quelqu'un. S'il ne fait pas partie de votre communauté, vous ne le verrez pas. Ou alors, vous le percevrez comme un arbre. Il est possible de voyager d'un manifold à l'autre, mais seulement si on abandonne les règles et les définitions de sa communauté pour accepter à la place les règles et les définitions d'une autre culture. Et Schroeder va plus loin encore, avec le concept d'Inkscape. Là où les manifolds sont établis à échelle d'une communauté entière, l'Inkscape fonctionne au niveau individuel. Il se superpose à la réalité existante, merci la réalité augmentée, permettant de modifier l'environnement de l'utilisateur en temps réel. Cet élément me déplaît ? Hop, il n'existe plus. L'expérience de personnalisation ultime. Et par la même occasion, la porte ouverte à des biais cognitifs de compète. Dans un univers où chaque expérience est filtrée et potentiellement altérée par les préférences individuelles, la réalité se fragmente en multiples versions parfois contradictoires. La vérité devient malléable et la notion même d'information objective est dissoute. De quoi créer un terrain fertile pour les jeux d'influence et la manipulation des croyances et des comportements à grande échelle.
Autre point de rapprochement entre réalité et fiction, citons évidemment le film Matrix, soit le meilleur film de l'histoire de l'humanité, objectivement, qui a parfois été considéré comme un ferment très important pour l'essor du complotisme post-11 septembre 2001. C'est la thèse du documentaire Matrix Génération, sorti sur Arte récemment, réalisé par Benjamin Clavel et écrit par lui-même, Julien Abadi et Jérôme Dittmar. Avec ces images jamais vues jusqu'alors, ces angoisses liées à la numérisation et son background paranoïaque, inspiré par La Caverne de Platon, Jean Baudrillard et d'autres, le film des sœurs Wachowski a déclenché les passions sur l'Internet alors naissant. Lors de l'attaque d'Al-Qaïda sur les tours jumelles de New York en 2001, il a été réinterprété et y ont été découverts, entre guillemets, pas mal d'indices d'un complot lié au 11 septembre. Comme si le film essayait de nous prévenir. Le symbole « prendre la pilule rouge », qui permet de sortir de la matrice et de voir le réel dans le film, a alors été approprié par les mouvances conspi, et bientôt par l'alt-right, l'extrême droite américaine, dont ils étaient proches. Et ce, indépendamment du film lui-même, de ses intentions et de celles de ses autrices ancrées à gauche. Bref, Matrix reste un très bon exemple de dialogue entre réalité et fiction, sur le thème du mensonge et de la manipulation. S'y entremêlent des événements ayant eu lieu, un film de SF qui parle d'illusion et de domination, des théories à propos du film, des théories à propos du réel, des intentions d'autrices politisées, la réception du film par des franges du public non moins politisées, mais pas du même bord, etc. Vertige assuré. Pour creuser ce point précis, allez voir Matrix Génération, c'est vraiment passionnant. Ce qui est emmerdant avec le complotisme, c'est qu'il se nourrit d'un sentiment initial somme toute sain, le doute, et l'idée que la vérité est parfois plus complexe que ce que l'on croit. À nous de faire la différence entre le doute sain, celui qui permet de se questionner et d'apprendre au-delà de nos idées reçues, et le doute abusif, qui cherche à prouver par défaut ses théories fumeuses. Pour Albert Moukébert, docteur en neurosciences et psychologue, cette différence est presque impossible à faire au moment de la réflexion, mais elle peut être établie après coup. Pour résumer, on peut réfléchir comme un détective ou comme un avocat. La différence entre les deux vient du fait que l'avocat sait où il va. Il veut prouver que son client est innocent. Il risque donc de tendre vers un raisonnement motivé, de sélectionner plutôt les faits et les interprétations qui l'arrangent. Et Marie Pelletier de compléter « Attention de ne pas croire que le complotisme est l'apanage de quelques voisins bizarres, croyant aux extraterrestres et aux reptiliens, tout en se coiffant de chapeaux en papier d'alu pour contrer le vaccin contre le Covid 5G. » L'historienne le répète, nous sommes toutes et tous susceptibles d'adopter par moments des façons de penser réductrices, des réflexes malheureux et des croyances fausses. Le complotisme, c'est chacun et chacune d'entre nous. À nous de questionner nos propres croyances pour éviter de tomber dans le panneau. À une époque où la concurrence attentionnelle se déchaîne dans une production de contenu en tout genre, du plus sourcé au plus what the fuck, on peut avoir l'impression que la vérité a perdu de son pouvoir. Pourtant, elle continue à opérer. En témoignent les milliers d'affaires MeToo et la prise de conscience progressive qu'elles permettent, non sans mal, mais quand même. En témoignent les scandales politiques et leurs suites, comme les affaires Fillon qui ont pu faire basculer le scrutin présidentiel de 2017, pour ne prendre que cet exemple. Mais la vérité seule ne suffit plus. Il faut aussi la faire éclater au grand jour. Et parfois, même l'éclatement ne suffit plus non plus. On peut penser par exemple aux révélations d'Edward Snowden et Julian Assange sur les crimes de guerre américains et l'espionnage mondial en particulier. La NSA enregistrerait 5 milliards de données de géolocalisation par jour, un volume tel qu'il serait impossible à digérer. Baptisé Co-Traveler, ce programme viserait à mettre en lumière des relations cachées entre des suspects, mais des millions de citoyens, notamment américains, en seraient incidemment victimes. Le choc des révélations peine à se concrétiser par des changements réels, soumis qu'il est aux puissances de la désinformation, des habitudes et des propagandes contraires. L'expérience de la pandémie de Covid marque sans doute un tournant dans la diffusion de théories conspirationnistes, dans la remise en cause du savoir scientifique, dans les imprécisions médiatiques et politiques, et dans la panique générale favorable au dérapage en tout genre. C'est là, en guise de conclusion, que je reviens à Transmétropolitain. Le héros y est un journaliste gonzo extrême qui mène une guerre informationnelle disjonctée contre le président Callahan, dit « le sourire », à cause de ses dents blanches, coupable de toutes sortes de machinations jusqu'à l'assassinat politique. Spider Jérusalem, c'est son nom, est une sorte d'Edoui Plenel anarchiste et punk sous stéroïdes, en beaucoup moins moustachu et beaucoup plus vénère, qui croit profondément à la puissance de la vérité pour combattre les pouvoirs corrompus.
Spider utilise l'investigation bourrine et sa verve proverbiale pour fédérer le peuple contre l'oppression et le mensonge. Il le fait à sa manière, avec une bonne dose de provoque et de misanthropie. C'est un peu paradoxal, mais ça ne l'empêche pas d'arriver à recréer un espace commun dans un monde clivé à l'extrême, chaotique, bordélique, dominé par le cynisme, la violence et la com la plus crasse. Bien avant l'avènement de Trump, puisque la série est sortie de 97 à 2002, Transmétropolitain met en scène un héros journaliste qui utilise la vérité pour combattre deux présidents américains dégénérés, cyniques et prêts à tout pour garder le pouvoir. Les deux finissent vaincus. Malgré son côté faussement nihiliste, la BD professe une possibilité de la victoire du vrai sur le faux. Jérusalem incarne d'une certaine manière le peuple de ceux qui ne sont rien, en bas de l'échelle sociale. Ceux qui subissent toutes les violences et tentent d'y survivre sans angélisme. C'est pas le genre de la maison, mais avec l'idée de les défendre contre le cynisme et la violence des empires de dollars et de fumée. Comme nous l'apprend la SF depuis des années, la vérité n'est plus la seule à pouvoir faire basculer le monde. Elle ne l'a jamais été. Réalité et mensonge sont pris dans une danse infernale, dopée par les technologies numériques et les manipulations en tout genre. La vérité est un concept ambivalent qui se retrouve en concurrence avec quantité de contenus et de croyances brassés par des systèmes de distribution et de diffusion de ces contenus plus ou moins honnêtes. En général, plutôt moins. Encore une fois, je vous renvoie ici à notre épisode sur Black Mirror Bandersnatch et Netflix, ça parle exactement de ça. Le scandale du moment, ou la dernière avancée scientifique, est brassé avec quantité de buzz plus ou moins inepte, de bikinis, de chatons, de propagande et surtout, de pubs en tout genre. Le chaos anxiogène n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. C'est la fin de cet épisode, merci à vous de nous avoir écoutés. On a tenté un épisode un peu plus choral que d'habitude, avec Hugues, que vous connaissez déjà, et Clémence qui nous rejoint dans l'équipe d'écriture de Planète B. Bienvenue à elle. Pour permettre à Blast de continuer de financer l'État profond, caché derrière des usines de boîtes à pizza illuminato-reptiliens, maçonno-crypto-satanistes, LGBT-wokistes, vos dons sont importants. Abonnez-vous si vous le pouvez, diffusez cette vidéo, faites vos propres recherches, prenez votre place dans notre grand plan de domination mondiale. Et rendez-vous le mois prochain.